je voudrais, au nom de tout le comité RCP Oncologie thoracique, vous souhaiter une très bonne reprise de cette année universitaire 2024-2025. Et comme c'est devenu une tradition maintenant, un mercredi par mois, nous nous réunissons en ligne pour traiter d'un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'avoir Dr Mouni Berjab, qui est assistante au service de radiothérapie de l'hôpital Abdelrahman Memi, piloté par le très talentueux professeur Kochbati qui est avec nous, pour nous parler de la prise en charge des métastases cérébrales des cancers pulmonaires du point de vue du radiothérapeute. Donc, c'est à vous la parole, Madame Berjab. Et donc, je Merci. vais demander aux autres participants de bien vouloir couper leur micro. On laissera donc les questions à la fin. Merci, Dr Fenish. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on a décidé aujourd'hui de parler de la prise en charge des métastases cérébrales des cancers pulmonaires d'un point de vue de radiothérapeute. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui est très fréquente en oncologie thoracique. Donc, il y a 15% de métastases cérébrales qui sont inaugurales et découvertes au moment du diagnostic. On a 40 à 50% des métastases cérébrales qui surviennent au cours du suivi. Et j'ai essayé de voir un peu nos données au service. Donc, en l'année 2023, on a eu 146 demandes d'irradiation d'encéphale in toto pour des métastases cérébrales. On a traité 70% de ces patients et 30% sont décédés avant de se faire traiter, avant la radiothérapie. C'est un chiffre alarmant. Certes, on a des problèmes de rendez-vous en radiothérapie, mais c'est un problème de santé publique. Mais est-ce que tous ces patients, toutes ces demandes sont vraiment des patients justiciables d'une radiothérapie cérébrale? On va le voir. Donc, pourquoi en parler aussi? Parce que la prise en charge, elle est complexe. Il y a de multiples présentations cliniques et des moyens thérapeutiques qui sont différents. Donc, il faut un traitement adapté. Comment ne pas surtraiter des patients de mauvais pronostics et ne pas sous-traiter des patients qui ont un pronostic plutôt favorable. Ça passe pas. C'est bon. Donc, pour les métastases cérébrales, on a un arsenal thérapeutique qui est riche. Ça comprend des traitements locaux, à savoir la chirurgie ou la radiothérapie stéréotaxique, un traitement régional qui est l'irradiation de l'encéphaline toto, les traitements systémiques et des traitements symptomatiques qui sont aussi importants, à savoir les corticoïdes ou les traitements anti-épileptiques et aussi les soins de support. Donc, ma présentation va porter principalement sur les deux types de radiothérapie, l'irradiation de l'encéphaline toto et la radiothérapie stéréotaxique. Avant ceci, donc, il faut savoir que les études observationnelles ont identifié les facteurs de mauvais pronostic au moment du diagnostic de métastases cérébrales, qui sont l'absence de contrôle de la tumeur primitive, un PS qui est supérieur ou égal à 2, un âge supérieur ou égal à 60 ans, un nombre de métastases cérébrales qui est supérieur à 3, une histologie de type non-adénocarcinome serait aussi de mauvais pronostic, le sexe masculin, l'absence de mutation moléculaire et aussi un type histologique à petites cellules. Donc, dans un souci de bien sélectionner ces patients et sélectionner des candidats qui soient aptes pour l'une ou l'autre de ces thérapeutiques, il y a plusieurs scores pronostiques qui ont été établis dans la classification RPA, établie à partir de résultats de 3 essais de la RTOG. Et cette classification, elle tient compte de 4 facteurs pronostiques qui sont l'index de Karnofsky, l'âge des patients, le caractère contrôlé ou non de la tumeur primitive et la présence ou non de métastases extracérébrales. Ces facteurs pronostiques permettent d'identifier trois catégories de patients ou 3 classes RPA. Et selon ces 3 classes, on a des survies ou des médianes, ou une estimation des médianes de survie allant de 2 à 7 mois. Donc, pour une classe 3, par exemple, on a un index de Karnofsky qui est inférieur à 70, qui à lui seul classe les patients en classe 3 avec une espérance de vie de moins de 3 mois. La principale critique ou limite de ce score, c'est qu'il ne tient pas compte de la tumeur primitive.
ce qui a justifié la publication d'un autre score ou classification qui est le DSGPA, qui justement tient compte de la tumeur primitive. Et pour un cancer pulmonaire, les facteurs pronostiques qui construisent ce score sont l'âge, l'index de Karnofsky, la présence ou non des métastases extracrâniennes et le nombre de métastases. Et selon ces critères, on a pu identifier 4 populations de patients ou 4 groupes avec des scores pour les carcinomes non acquis de cellules, plutôt des médianes de survie, donc qui passent de 3 à 14 mois. À l'ère de la personnalisation du traitement, il y a de nouveaux facteurs pronostiques qui ont été identifiés et un nouveau score, le LANG-MOL-GPA, qui a été publié en 2017 et qui est dédié uniquement pour les carcinomes non acquis de cellules. Et le statut oncogénétique fait désormais partie des facteurs pronostiques. Donc, l'altération EGFR ou la mutation EGFR et le réarrangement ALK comptent pour 1 point dans ce score. Et comme vous pouvez le constater sur le deuxième tableau, on a des médianes de survie qui sont significativement plus élevées par rapport au score GPA. Pour un adénocarcinome avec un score de 3,5 à 4, on a une médiane de survie globale de 46,8 mois, ce qui est énorme. Un petit mot sur la chirurgie. La chirurgie reste un des piliers principaux de la prise en charge des métastases cérébrales et la chirurgie devra être systématiquement discutée en cas de lésion volumineuse supérieure à 3 cm, qu'elle soit symptomatique ou non, en cas de menace vitale par engagement, un syndrome d'HTIC, notamment en cas de lésion au niveau de la fosse postérieure qui peut engager le pronostic vital, ou en cas de nécessité d'une preuve histologique. La chirurgie peut être discutée aussi en cas de lésion kystique, volumineuse, à vider pour diminuer le volume cible à irradier. On peut la proposer comme un traitement préventif d'un déficit fonctionnel si la lésion est au contact d'une zone fonctionnelle. Et en cas de lésion multiple, on peut pousser nos radiothérapeutes à une exérèse de la lésion la plus volumineuse qui sera suivie d'une radiothérapie stéréotaxique de la deuxième lésion laissée en place, par exemple. Donc, il ne faut pas hésiter à demander un avis de neurochirurgie. Et une notion importante aussi, c'est que le taux de récidive, il est élevé après chirurgie seule. Donc, il faut discuter systématiquement un traitement post-opératoire. Donc, justement, dans ce sens, j'ai mis ce tableau qui résume les 3 essais randomisés qui ont évalué après métastase, chez des patients avec des métastases cérébrales uniques plutôt, une chirurgie suivie d'une radiothérapie de l'encéphale in toto versus radiothérapie seule. Et donc les résultats ont montré que la chirurgie plus radiothérapie fait mieux que la radiothérapie seule en termes de survie globale et en termes de survie sans progression aussi. Donc, passons maintenant à la radiothérapie. On va commencer par la radiothérapie de l'encéphale in toto. Donc, c'est le traitement historique des métastases cérébrales, la radiothérapie cérébrale en totalité. Et ces objectifs, c'est de traiter les métastases visibles tout en ayant une action prophylactique sur les métastases non visibles ou infraradiologiques. C'est une radiothérapie non sélective de tout l'encéphale. Donc, le parenchyme cérébral sain n'est pas épargné, d'où le risque de toxicité neurocognitive à long terme. Il y a différents fractionnements proposés, mais tous ces fractionnements se valent. On a le 20 gray en 5 fractions de 4 gray. C'est un traitement qui s'étale sur 5 jours. Le 30 gray en 10 fractions, un traitement sur 2 semaines. Et le 37 gray en 15 fractions, c'est un traitement sur 3 semaines. À l'Ariana ou à d'autres services, on utilise plutôt le protocole 20 gray en 5 fractions. C'est un choix purement d'ordre pratique. C'est un protocole qui permet de libérer de la place sur la machine. Sans oublier sa convenance aux patients aussi. Donc, selon les séries, la radiothérapie de l'encéphale in toto permet de contrôler les symptômes dans 60% des cas. Elle permet une survie après radiothérapie seule de 3 à 6 mois et une survie à 1 an aux alentours de 10 à 20%. Maintenant, est-ce qu'il faut irradier tout patient ayant des métastases cérébrales? L'essai Quartz a essayé de répondre à cette question. C'est un essai de phase 3 randomisé de non-infériorité qui a été publié dans Lancet en 2016. Il a inclus 538 patients avec des métastases cérébrales de carcinome non acquis de cellules non accessibles à un traitement local, que ce soit une chirurgie ou une radiothérapie stéréotaxique. Les patients ont été randomisés entre une irradiation de l'encéphale in toto à la dose de 20 gray en 5 fractions sous couverture de corticoïdes versus des corticoïdes seuls.
L'objectif principal était la survie globale et la qualité de vie. Et en voyant de plus près les patients, vous voyez qu'il y a plus de 60% des patients qui avaient un index de Karnofsky supérieur ou égal à 70. Les patients ont été classés selon la classification RPA et la classification GPA. Pour ce qui est de la classification RPA, on a plus de 50% qui étaient de classe 2 et plus de 30% de classe 3. Et pour la classification GPA, on a plus de 80% des patients qui avaient des scores entre 0 et 2 et donc un pronostic plus ou moins défavorable. Pour les résultats, donc la figure elle est très parlante, les courbes sont confondues. On a des médianes de survie de 9 semaines pour la radiothérapie versus 8 semaines pour les soins de support, donc les corticoïdes seuls. Même résultat pour la qualité de vie. En voyant les Western plots, donc il y avait une meilleure survie pour les patients qui avaient un âge inférieur à 60 ans, un indice de Karnofsky supérieur à 70 et un primitif pulmonaire contrôlé. Et ce serait ces patients qui tireront bénéfice de l'irradiation de l'encéphale in toto. Maintenant, quelle séquence thérapeutique? Est-ce qu'il faut impérativement commencer par la radiothérapie stéréotaxique en présence de métastases cérébrales? Il y a le dogme de la barrière hémato-encéphalique. La maladie cérébrale serait réservée au traitement local. Donc, en réalité, la barrière hémato-encéphalique peut être altérée en présence de métastases cérébrales macroscopiques et beaucoup de traitements systémiques passent la barrière hémato-encéphalique. Il faut savoir que le traitement systémique reste le seul traitement global pour la maladie métastatique. Et dans ce sens, il y a cette étude de phase 3 qui a été publiée par le groupe français de pneumocancérologie. Donc, c'est une étude qui a comparé une radiothérapie précoce versus une radiothérapie retardée. 166 patients atteints de métastases cérébrales inopérables, randomisés, comme j'ai dit, entre radiothérapie précoce. Ça a commencé avec la chimiothérapie. La chimiothérapie comportait 2 molécules du cisplate et de la vinorelbine versus radiothérapie retardée en absence de réponse à la chimiothérapie, qui est le bras A. Et vous voyez sur le tableau il n'y avait pas de différence en termes de réponse intracrânienne et même en termes de réponse extracrânienne. Donc, les taux de réponse complète et partielle et les taux de survie à 6 mois étaient comparables dans les deux groupes. Cet essai a objectivé la réponse des métastases cérébrales à la chimiothérapie. Toutefois, il n'a pas permis de donner un délai optimal pour l'irradiation des métastases cérébrales. Donc, en 2024, on peut pas ne pas parler des thérapies ciblées en matière de cancer pulmonaire métastatique. Donc, vous voyez que pour les patients métastatiques au cerveau, on a des taux de réponse cérébrale qui sont spectaculaires, qui peuvent aller jusqu'à 88% pour les patients métastatiques au niveau du cerveau. Que disent les recommandations? Les recommandations des guidelines de l'ASTRO, l'ASTRO c'est la Société américaine de radiothérapie, publiée en 2022, stipulent que pour les patients qui ont un pronostic favorable, toujours après évaluation par les scores pronostiques, donc ayant des métastases cérébrales qui ne sont pas justiciables d'une radiothérapie stéréotaxique ou d'une chirurgie, l'irradiation de l'encéphale in toto est recommandée en première intention. Pour ces patients de pronostic favorable, il est recommandé de réaliser une épargne des hippocampes, bien sûr quand la technique le permet. Pour les patients qui sont de mauvais pronostics, on recommande des soins palliatifs avec des traitements symptomatiques et donc on remarque, ils disent que le traitement support ou les soins de support avec omission de la radiothérapie de l'encéphale in toto doit être considéré. Donc, passant à la radiothérapie stéréotaxique. Donc, la radiothérapie stéréotaxique est un sujet d'actualité en radiothérapie. C'est une technique d'irradiation qui est de haute précision. C'est une précision requise de l'ordre du millimètre. Elle permet une irradiation ciblée de métastases de faible volume. Elle permet de délivrer une dose élevée par fraction qui peut aller jusqu'à 20 gray en un nombre réduit de séances, typiquement de 1 à 5 séances. L'avantage, c'est l'impact de la dose élevée sur le contrôle local. On a de meilleurs chiffres de contrôle local par rapport à la radiothérapie de l'encéphale in toto. Ça permet une épargne du tissu sain, du tissu cérébral sain, donc une meilleure fonction neurologique à long terme. Et la radiothérapie stéréotaxique permet de délivrer. Il y a deux techniques plutôt de radiothérapie stéréotaxique. Une radiothérapie en une fraction unique, définissant la radiothérapie monofractionnée en conditions stéréotaxiques, usuellement appelée la radiochirurgie, et la radiothérapie stéréotaxique en plusieurs fractions, 3 ou 5, définissant la radiothérapie hypofractionnée en conditions stéréotaxiques.
Sur le plan pratique, donc pour la réalisation d'un traitement par radiothérapie stéréotaxique, le patient sera amené à faire un scanner en position de traitement au service de radiothérapie. C'est ce qu'on appelle un scanner dosimétrique. Il faut un moyen de contention pour s'assurer de l'immobilisation du patient. Donc, notre service, on utilise un masque 3 points thermoformé dédié à la stéréotaxie, comme vous le voyez sur la figure. C'est une patiente qui a été traitée dans notre service. Pour la planification, il faut une IRM de planification avec des séquences spécifiques à la radiothérapie stéréotaxique. Mais chose importante aussi, il faut un délai entre le scanner de planification et l'IRM qui ne dépasse pas 8 à 15 jours. Maintenant, pour les indications de radiothérapie stéréotaxique en cas de métastase en place, donc ce tableau, il représente une synthèse des recommandations des différentes sociétés savantes. Donc l'ANOCEF, c'est l'association des neuro-oncologues d'expression française. Les RECORAT, c'est les recommandations de la Société française de radiothérapie. Et l'ASTRO, c'est les recommandations de la Société américaine. Et les critères utilisés pour poser ou non l'indication de la radiothérapie, c'est le score OMS, l'espérance de vie toujours avec les scores pronostiques, le nombre de métastases, la taille des métastases, le volume tumoral, la maladie, donc le caractère actif ou contrôlé de la maladie extracrânienne. Et vous voyez bien que la radiothérapie, elle est indiquée pour une espérance de vie qui est supérieure à 3 mois. On peut aller jusqu'à 10 métastases cérébrales. La taille, le cutoff de taille, il est entre 3 et 4 cm, mais on raisonne plutôt en volume tumoral en radiothérapie stéréotaxique. Donc, on a un volume qui ne doit pas dépasser les 30 cc. Et la maladie extracrânienne peut être contrôlée ou active. Donc, avant d'initier la radiothérapie dans notre service, on a élaboré un protocole de radiothérapie. Après, en voyant les différentes recommandations, après discussion avec des experts nationaux, on s'est mis d'accord sur les critères de sélection pour indiquer une radiothérapie stéréotaxique. Donc, pour nous, au service, donc la radiothérapie stéréotaxique sera indiquée pour des patients qui ont un OMS inférieur ou égal à 2, une espérance de vie supérieure à 3 mois, un nombre de métastases inférieur ou égal à 3, une taille de métastase entre 8 mm et 4 cm, un volume entre 25 et 30 cc, une maladie extracrânienne contrôlée. Donc, ces critères vont peut-être être révisés d'ici décembre 2024. On va évaluer notre expérience et peut-être élargir nos indications. Qu'en est-il des métastases cérébrales opérées? J'ai déjà dit, la radiothérapie, que ce soit la radiothérapie stéréotaxique ou de l'encéphale in toto, est recommandée pour améliorer le contrôle local. Pour les patients avec métastases cérébrales opérées, la radiothérapie stéréotaxique est recommandée pour préserver les fonctions neurocognitives et la qualité de vie des patients. Maintenant, quel serait le timing de la radiothérapie stéréotaxique? Pour les patients avec métastases cérébrales symptomatiques, justiciables d'une radiothérapie stéréotaxique et un traitement systémique, une thérapie ciblée ou une immunothérapie active en intracérébral, le traitement local est recommandé d'emblée. Pour les patients avec métastases cérébrales asymptomatiques, éligibles à un traitement systémique actif en intracérébral, le traitement local peut être différé jusqu'à progression cérébrale. Donc, pour récapituler ce que j'étais en train de dire, donc on va, en présence d'un patient avec des métastases cérébrales, on va procéder à une estimation de l'espérance de vie selon les scores pronostiques. Si l'espérance de vie est supérieure à 3 mois, on va voir si on retient l'indication d'une radiothérapie stéréotaxique. Donc, on va voir le nombre de métastases est inférieur ou égal à 3, la taille entre 8 et 4 cm, entre 8 mm et 4 cm, un volume entre 25 et 30 cc, une maladie extracrânienne contrôlée. Si tous ces critères sont présents, on va indiquer une radiothérapie stéréotaxique. Sinon, on va indiquer une radiothérapie de l'encéphale in toto. Si l'espérance de vie elle est inférieure à 3 mois, on est plutôt dans les soins de support et les corticoïdes. Une espérance de vie inférieure à 3 mois, c'est une classe RPA à 3, donc patient qui ne tire pas bénéfice de l'irradiation de l'encéphale in toto, probablement. Donc, pour conclure, les métastases cérébrales ou métastases cérébrales n'est plus synonyme de phase terminale. Donc, le progrès thérapeutique dans les traitements systémiques ou l'irradiation a permis une amélioration de l'espérance de vie. Donc, j'insiste sur l'importance de l'évaluation pré-thérapeutique par les scores pronostiques. Peut-être on pourrait envisager à les intégrer à la fiche RCP pour avoir une évaluation objective de nos patients. La radiothérapie de l'encéphale in toto tend à disparaître au profit d'une irradiation stéréotaxique. On a vu qu'il n'y a pas vraiment de limite pour le nombre de métastases à irradier.
Contrairement aux idées, aux vieilles idées, donc il y a beaucoup de traitements systémiques qui passent la barrière hémato-encéphalique et le taux de réponse cérébrale, il est parfois équivalent au taux de réponse extracérébrale. Et pour finir, le traitement local des métastases cérébrales doit être envisagé dans une démarche stratégique globale, d'où l'importance de la discussion en RCP. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Berjab, pour cette belle présentation. Si vous voulez bien, on va passer aux discussions. Merci, Dr Berjab, pour cette très belle présentation. Je voulais juste une petite précision. Habituellement, au post-opératoire, notamment les métastases cérébrales qui ont été opérés, généralement, qui font le diagnostic d'ailleurs du KBP. Quand on indique une radiothérapie, c'est une irradiation encéphalique in toto. Si j'ai bien compris, on peut procéder à une stéréotaxie, même pour la métastase opérée. Si oui, quel est le volume dans ce cas-là à irradier, le volume cible? Oui, on peut procéder à une irradiation du lit tumoral. Le volume cible, c'est le lit tumoral, pas l'encéphaline toto. Et il faut que le traitement, il faut qu'on ait un traitement curatif sur le primitif pour proposer une radiothérapie stéréotaxique. Il faut que le primitif soit contrôlé. Donc, si on envisage un traitement curatif sur le primitif, on peut proposer une radiothérapie stéréotaxique du lit tumoral. Donc, ça ferait mieux que la classique radiothérapie in toto? Ça permet d'éviter les complications neurocognitives à long terme chez des patients qui ont un pronostic favorable. D'accord. Mais en termes de pronostic, c'est la même chose? Ça permet un meilleur contrôle local. D'accord. Okay, merci. Docteur Koshbati. Oui, merci d'abord pour le choix du sujet. Merci, Mona, pour cette mise au point sur un sujet qui très important et qui fait une grande partie de notre activité. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein, ce qu'a montré Monet rapidement à l'occasion de cette présentation, en revoyant un peu ce que nous avons reçu durant l'année 2023, autour de 150 demandes de radiothérapie cérébrale. On a pu absorber 70% et les autres, le chiffre de 30% qui n'ont pas eu de radiothérapie, en fait, peut-être la majorité, sinon la totalité, sont décédés avant le traitement. En sachant que malgré les délais, nous, parce qu'on a une liste pour les rendez-vous de palliatifs qui est à part. Et donc, ce n'est pas un rendez-vous de 6 mois ni 8 mois, mais c'est autour de 2 à 3 mois. Et malgré ça, quand on actualise les malades, parce qu'on leur donne, on envoie un message et une semaine avant, on actualise un petit peu, on les rappelle et on tombe sur malheureusement 30% qui sont décédés avant le traitement. Ça pose des questions importantes. Est-ce que c'est des malades qui avaient une indication à un traitement? Est-ce que c'est un problème purement de délai? L'étude qu'a présentée Monet sur la comparaison entre Best Supportive Care et radiothérapie pour ces malades qui sont de mauvais pronostics et qui ont une espérance de vie courte, là, on a la réponse. Donc, je pense qu'à travers cette présentation et la discussion, c'est que il faudra vraiment évaluer correctement les malades, les évaluer ensemble, les discuter peut-être, avant de les proposer pour la radiothérapie. Une radiothérapie ou un rendez-vous qui va être bloqué et va priver d'autres patients et qui pas forcément va rendre service aux malades. Et l'évaluation est donc très, très importante avant de penser à la radiothérapie. Un malade qui a un indice de Karnofsky ou un OMS3, c'est sûr qu'on ne lui rend pas service. On ne rend pas service à sa famille parce que c'est des déplacements, c'est quand même, ça a un coût psychologique, financier, le fait de se déplacer pour éventuellement une radiothérapie. Et puis, ça bloque aussi des places dans l'agenda de radiothérapie qui est déjà comblé. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Docteur Koshbati,
Oui, Docteur Kochpati, est-ce qu'on peut justement interagir avec ce premier point ou parce oui, que ça là serait bien. Ça serait bien de voir un peu les avis. donc moi Oui. j'ai une question justement sur cette approche, cette façon de faire, et puis je vois aussi une autre main levée, je vais donner la parole. Alors moi ma question, comment vous faites en réalité? Comment ça se passe en pratique? Parce que on vous adresse quand même les malades avec une lettre pour un rendez-vous de radiothérapie cérébrale palliative. Euh, Quelque part, à un moment donné, vous voyez vous-même les malades, vous les évaluez. Est-ce que quand vous constatez que quand même c'est un malade de mauvais pronostic, qu'il a un score pronostic de toutes les façons mauvais, vous maintenez quand même le rendez-vous proposé par le clinicien ou bien vous réadressez ou vous rediscutez avec le clinicien pour euh, maintenir cette indication de bien fondée de cette indication de radiothérapie. Est-ce que vous le voyez et vous êtes vous-même dans la suggestion potentielle de l'annuler ce rendez-vous si vous jugez avec le malade devant vous que de toutes les façons, il sera jamais là dans les délais pour avoir sa radiothérapie, ou vous le maintenez quand même, vous donnez automatiquement un rendez-vous et au final, Oui. vous vous Les retrouvez deux avec cas de un... figure se présentent. Ouais, les D'accord, deux cas de figure se présentent. Le plus souvent, quand l'OMS est altéré, on recuse l'indication et on d'accord. discute avec son médecin correspondant pour dire Oui. qu'il ne bénéficie pas de radiothérapie. L'autre cas de figure et qui peut-être fait que certains, donc malgré qu'on leur a donné un rendez-vous, Oui. décèdent, c'est qu'il peut y avoir une détérioration ou une évolution Voilà. entre-temps dans l'intervalle. Ouais. Voilà, Et qui je fait pense que voilà. c'est tout à fait, moi, je pense que c'est tout à fait logique de faire les choses comme ça. C'est-à-dire que nous, on peut voir le malade et indiquer une radiothérapie. Vous le réévaluez en consultation et vous considérez que il n'en tirera certainement pas bénéfice, et donc vous annulez. Et puis, pour les autres, pour qui nous, on a posé une indication et vous maintenez cette indication, étant donné que de toutes les façons, le cancer du poumon, il est tellement agressif, il y a tellement d'autres complications, que ce soit par une insuffisance respiratoire, que ce soit par une hémoptysie. On peut avoir à tout moment, malheureusement, des décès imprévus en attendant donc le rendez-vous. Et je pense que Tout, on est en train de tout bien à fait. faire. Je Ouais. pense pas que Le on message, devrait c'est que changer les choses. le message, c'est que quand on dit que ce malade ne bénéficie pas de radiothérapie, ne le prenez pas mal. C'est ça. Non, 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 on est tout à fait Et oh, ben, on a montré par on prend donc les pas du tout, scores et on tout les ça prend pas mal, au que contraire. Non, certains mais malades c'est une ne tirent pas bénéfice. Voilà, concertation c'est ça. et on se fie Ouais. souvent à votre avis et à votre décision finale. Moi, je pense que le problème ne s'est jamais posé et c'est important maintenant. On est en train donc de prendre note, docteur Habouré, je suppose, pour faire des recommandations et je pense que c'est une des recommandations avec lesquelles on va sortir après cette discussion. Donc, je vois une main levée. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ce point-là en particulier ou bien on laisse de nouveau professeur Kochpati s'exprimer. Alors, c'est la docteur Hind Abid. Docteur Abid, tu as une question à poser? Oui, bonsoir, docteur Finish. Bonsoir tout le Oui. monde. Merci pour cette présentation très instructive. Donc, j'ai une question plutôt d'ordre pratique par rapport au traitement, donc aux soins de support dans le cadre de métastases cérébrales symptomatiques ou bien en attente de radiothérapie cérébrale. Donc, y a-t-il une dose optimale recommandée de corticoïdes qu'on doit maintenir pour contrôler les symptômes et éviter les effets indésirables donc de la corticothérapie prolongée? Également, après avoir réalisé la radiothérapie cérébrale, donc, quelle est la période durant laquelle on doit maintenir donc cette corticothérapie après avoir réalisé la radiothérapie? Merci beaucoup. Je Docteur peux- Benchab, vous voulez répondre? Oui, bien sûr. Donc, pour la dose, c'est 1 mg kilo
pour la dose des corticoïdes. Et il faut savoir qu'il ne faut pas donner des corticoïdes si le patient n'est pas symptomatique. Donc, il ne faut pas mettre systématiquement les corticoïdes. Après la radiothérapie, s'il n'est pas symptomatique, il n'y a pas lieu de le laisser sous corticoïdes. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voulais Docteur rajouter Kosbati, peut-être. vous voulez Oui, reprendre donc le deuxième oui, point? oui, oui. Je rajoute un petit peu par rapport à ce qu'a dit Monin. Effectivement, c'est la symptomatologie qui va guider l'attitude. Et il y a deux cas extrêmes, soit corticoïdes tout azimut, soit une peur bleue des corticoïdes parce qu'il est parfois, parce qu'il est diabétique, parce qu'il est hypertendu et tout ça. Donc, c'est plutôt les symptômes et la gestion des corticoïdes est beaucoup plus facile et elle ne pose pas énormément de problèmes. L'année dernière ou l'avant-dernière, je pense, on a fait un EPU et on a fait participer les internistes et tout ça et les neurologues pour la gestion des corticoïdes. C'était très instructif. Donc, finalement, toutes les restrictions de tout ce qui est donc sel et tout ça pour une corticothérapie de courte durée, tout ce qui est régression ou dégression progressive pour une courte durée, ça n'a pas beaucoup de fondement. Et donc, c'est, comme l'a dit Monet, c'est en fonction des symptômes qu'il faudra mettre ou pas mettre les corticoïdes sans forcément les mettre de façon chronique. Ouais. D'accord. Vous aviez un deuxième point que vous vouliez C'est aborder, valable aussi Docteur pour les Kosbati. antiépileptiques, si vous permettez. Donc, s'il n'y a pas d'antécédent de convulsion, il ne faut pas mettre des antiépileptiques à visée prophylactique aussi. C'est valable aussi pour les antiépileptiques. Ouais. Le Alors, deuxième point, oui, le deuxième point, c'était par rapport à faire de l'encéphale in toto ou faire de la radiothérapie stéréotaxique. Là, comme l'a montré Monet, les schémas sont là, sont clairs. C'est sûr que on est entre deux feux, en fait. L'avantage de la radiothérapie stéréotaxique, c'est la préservation neurocognitive. Par contre, quand on fait de la radiothérapie stéréotaxique, il faudra savoir que les rechutes cérébrales en dehors du tumoral, parce que le contrôle local, une tumeur qui a été opérée, qui a fait de la radiothérapie stéréotaxique, le contrôle local est très, très élevé. Une tumeur en place, non opérée, qui fait de la radiothérapie stéréotaxique, le contrôle local à un an, il peut dépasser les 90%, mais le contrôle cérébral, c'est-à-dire l'apparition d'autres lésions en dehors de la zone des radiations est beaucoup plus important. Et donc, c'est un compromis entre le contrôle local et le contrôle régional et la préservation neurocognitive. À un certain moment, les gens qui sont contre la radiothérapie stéréotaxique, dans un contexte où l'accès à la radiothérapie est limité, le remboursement est limité, et donc parfois on se trouve avec un malade où on va lui faire proposer une radiothérapie stéréotaxique qu'il va payer cher. 3 mois après, il fait une autre lésion, quelques centimètres au-delà de cette lésion-là. Reposer de nouveau de l'irradiation. Quand l'organisme de prise en charge est là et il n'a pas d'impact économique sur le patient, ça ne pose pas un problème. Mais quand on va demander au malade de payer encore une deuxième, une quatrième, une cinquième série d'irradiations stéréotaxiques, là, parfois, c'est difficile à gérer. Voilà. Et donc, c'est toujours un compromis par rapport aussi au pronostic et à l'espérance de vie. Si on a une espérance de vie courte, on ne va pas penser malheureusement ou mettre en premier plan le contrôle ou la qualité neurocognitive de la survie des patients qui est malheureusement courte. C'est ça donc qui se discute aussi pour proposer de l'encéphale in toto ou de la radiothérapie stéréotaxique. L'aspect neurocognitif, l'espérance de vie, l'aspect financier aussi, l'impact financier de ce traitement. merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Il y a Docteur Arloulou qui a une question. Docteur Arloulou, tfadal. Oui, bonsoir, j'active mon micro. Bonsoir tout le monde. Ya'atikum as-saha, merci beaucoup pour ce webinaire. J'ai une question et un commentaire. Donc, ma question, c'est face à un patient qui a un nœud du poumon avec une lésion cérébrale qui est révélatrice et qui a été opérée. Il arrive que parfois des patients sont découverts à l'occasion d'une lésion cérébrale opérée.
et c'est une métastase de cancer bronchique. Et qu'il y a une indication de chimio, par exemple avec d'autres métastases. Est-ce que la priorité, c'est de faire la chimio ou de faire immédiatement la radiothérapie cérébrale? Autrement, est-ce que, je pose la question d'une autre façon, combien on a de délai pour faire la radiothérapie cérébrale post-opératoire après une intervention? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est moins? Et si c'est complètement opéré, est-ce qu'on peut commencer par la chimio puis faire la radiothérapie après? Ça, c'est ma question. D'accord. Oui, docteur Borja. Le délai de la radiothérapie après chirurgie, c'est dès la... Et il y a déjà des éléments de réponse que tu as montrés tout à fait au début de ta présentation. Donc, par rapport à la chimio, la radiothérapie, le passage systémique, etc. Si tu peux le rappeler, parce que docteur Aloulou s'est connecté un peu tardivement. Un peu tard, mais juste... Je repartage. Non, c'est juste répondre à la question. Par rapport à la radiothérapie post-opératoire, s'il faut commencer par une radiothérapie, si on va proposer une radiothérapie stéréotaxique du lit opératoire ou privilégier la chimiothérapie, je pense que ça va dépendre de l'accès à la radiothérapie. Si on a accès à une radiothérapie stéréotaxique dans les plus brefs délais, c'est une radiothérapie qui est courte, c'est 3 à 5 fractions. Donc, si on peut avoir accès à la radiothérapie stéréotaxique rapidement, on peut commencer par une radiothérapie stéréotaxique, puis entamer le traitement systémique. Et le délai pour faire cette radiothérapie, le délai? Ça marche? Théoriquement, le délai, il faut le faire dans les 2 mois qui suivent l'intervention, dans les 3 mois, la radiothérapie. Théoriquement, les rendez-vous. C'est après cicatrisation, dans les 3 semaines. Oui, dès la cicatrisation, elle est possible. Donc, on n'a pas d'attente énorme. Mois et on peut commencer. D'accord. Si le traitement, la question aussi de faire de la stéréotaxie ou de faire de la radiothérapie cérébrale dépend aussi de est-ce qu'on est devant un malade qui peut bénéficier d'un traitement, même s'il est métastatique, on va dire potentiellement curatif, même si ce n'est pas curatif puisqu'il est métastatique, mais en tout cas un traitement actif sur la maladie, sur la tumeur primitive. Voilà. Et ça, Mona l'a rappelé tout à l'heure. Donc, le contexte, si on a un malade qui a été révélé par une métastase cérébrale et qui a été opéré, mais qui est métastatique au foie, au poumon, à d'autres sites, bon, c'est pas la stéréotaxie qui va changer son pronostic. On peut, s'il est encore symptomatique parce qu'on a opéré une lésion et il y en a d'autres, on fait la radiothérapie cérébrale pour pouvoir faire le traitement systémique. Mais sinon, s'il n'y a que ça et qu'il en a plein de lésions extracrâniennes, privilégier le traitement systémique et puis après, on clôturera par une radiothérapie cérébrale. D'accord. Très bien. Et le commentaire que je voulais ajouter, s'il vous plaît, le commentaire que je voulais ajouter, c'est par rapport aux traitements médicaux, la chimio, l'immuno, les thérapies ciblées. Je pense jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui passe la barrière ménagée, qu'est-ce qui ne passe pas. Je pense qu'on n'a pas vraiment la bonne connaissance de qu'est-ce qui passe la barrière ménagée et qu'est-ce qui ne passe pas. Voilà. On a quand même des résultats d'essais cliniques, aussi bien pour les chimiothérapies que pour certaines thérapies ciblées, d'ailleurs de manière comparative, à l'exemple de l'osimertinib, par exemple, qui passe mieux la barrière hémato-encéphalique que les TKI de l'EGFR de première génération. Oui, donc, on a quand même il y a des choses confirmées. Éléments, voilà, on a quand même des éléments de réponse. Oui, il y a certainement beaucoup d'inconnus. Et d'ailleurs, malheureusement, je ne sais pas, mais dans les essais cliniques, ils sont souvent designés de la sorte que, même si on considère
les malades porteurs de métastases cérébrales, on exige souvent pour l'inclusion dans les essais cliniques qu'ils soient asymptomatiques. Donc, souvent, on a comme des critères de sélection dans ce sens-là. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe pour les malades symptomatiques qui ont des métastases cérébrales symptomatiques. Est-ce que réellement ils peuvent tirer bénéfice de ces molécules en essai thérapeutique, que ce soit des molécules de chimiothérapie, des thérapies ciblées ou de l'immunothérapie? Et vous avez plein d'exemples. Je suis sûre que Dr Aloulou les connaît aussi bien que moi, sinon mieux, des designs de protocoles d'études cliniques où vraiment c'est réservé aux malades qui ont des métastases cérébrales asymptomatiques. Moi, je voulais, si tu permets, Monet, faire une petite remarque sur une de tes diapos où tu as beaucoup parlé donc de ces malades qui ont des métastases cérébrales, mais qui pourraient bénéficier de certains traitements, en particulier des nouvelles stratégies thérapeutiques, thérapie ciblée et immunothérapie, mais tu n'as pas considéré à un moment la chirurgie. C'est-à-dire qu'on a des malades qui peuvent être considérés oligométastatiques avec uniquement des métastases au niveau cérébral, et au niveau pulmonaire, ça reste des malades opérables. Et d'ailleurs, rien que hier, je pense que Dr Gorbel était avec nous aussi, il y avait un malade qu'on discutait hier qui a été opéré d'une métastase cérébelleuse, qui avait quand même comme reliquat 3 autres métastases cérébrales et qui avait une localisation pulmonaire qui était opérable. Je ne sais plus si c'était un T2 ou un T3, N0. Donc, il est opérable sur le plan pulmonaire. Il a été opéré de sa lésion cérébelleuse et il lui reste quand même 3 métastases cérébrales pour lesquelles on a indiqué une stéréotaxie. Donc, quand même, c'est vrai que le cancer du poumon, ça reste quand même une maladie très agressive avec souvent de multiples métastases. Mais il faut intégrer aussi la chirurgie pour les malades oligométastatiques. Pour nous, pour Et les puis, critères, ça marche mieux. non, il y avait juste une diapo, tu avais mis tout ça, mais tu n'as pas mentionné le terme chirurgie. Oui, peut-être que je n'ai pas mentionné le terme chirurgie, mais pour nos Oui. critères de sélection pour les patients, on dit bien que pour les patients, donc je vais revenir sur la diapo, pour les patients qui seront... Oui, c'était un peu à la fin. Ouais. Celle-ci? Non, c'était bien. C'est dans un texte où il y avait thérapie ciblée, quelque chose comme ça. Bon, mais c'est pas grave, c'est juste que peut-être, voilà, c'est des malades de toutes les façons à discuter en RCP. Les chirurgiens Je pense qu'elle l'a dit, la chirurgie, à chaque fois qu'elle est possible, il faut la discuter. Une fois qu'on a un traitement curatif sur le primitif, on peut proposer un traitement curatif, que ce soit un traitement local curatif, que ce soit une radiothérapie à dose curative ou une chimiothérapie, on peut bien proposer une radiothérapie stéréotaxique cérébrale. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Par rapport à la discussion de la chirurgie de la métastase, je pense que tu l'as mis au départ. Et systématiquement, il faut la discuter. Il faut la discuter systématiquement pour des tumeurs qui sont menaçantes, surtout dans la fosse postérieure, qui sont volumineuses. Là, c'est une des premières diapos, Mouna. C'est systématiquement, il faut proposer de la chirurgie d'abord. La chirurgie du primitif. Pour les métastases cérébrales. Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas de développer la diapo, il y avait tout l'arsenal thérapeutique. Voilà, exactement. On va insister sur la radiothérapie aujourd'hui. D'accord. Et une question en marge, alors en marge du sujet, mais ça reste toujours de l'irradiation cérébrale, mais cette fois-ci prophylactique. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recommandez? Cérébrale, irradiation prophylactique cérébrale. Pour les CPC. Alors, en dehors du CPC ou pour les CPC? Non, pour les CPC. Alors, qu'est-ce que vous indiquez? Est-ce qu'on reste sur des encéphales en in toto ou bien on fait de la stéréotaxie ou bien on fait quoi?
C'est Alors, la l'irradiation. stéréo dans le CPC, elle est à l'étude parce que comme c'est très, très métastasiant, diffuse. pour l'instant, le standard, c'est la radiothérapie cérébrale totale. Il y a des études qui tentent un peu aussi de faire de la stéréo, mais c'est pas encore le standard. Parce que, non, je ne sais pas, Simona, tu as des choses Oui. plus Pour le récentes. prophylactique, c'est l'irradiation de l'encéphalite-auto. D'accord, donc rien de nouveau sur En ça. cas de réponse, bien sûr, à la chimiothérapie. Oui, 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 tout à fait, Et, mais rien de on nouveau préfère sur... faire une irradiation cérébrale avant d'entamer la radiothérapie prophylactique. On demande généralement Mais une ça, irradiation ouais. cérébrale. Mais ça m'étonne pas que la stéréotaxie retrouve une certaine Mhm. place dans les CPC parce que prophylactique, non, mais traitement, disons, des petites métastases. Des petites Quand on métastases, voit un d'accord. peu le développement des concepts autour de la radiothérapie stéréotaxique, il y a quelques mois, j'ai assisté à une présentation faite par le chef de service de radiothérapie à Lausanne, qui ont les moyens quand même et qui arrive à irradier de façon stéréotaxique jusqu'à 40 lésions. Vous Oh. imaginez? Et donc, chaque lésion qui pousse, ils l'irradient et systématiquement, ils font des IRM cérébrales tous les 2 mois. Et chaque petite nodosité qui apparaît, c'est l'attaque. Il arrive à préserver le tissu cérébral sain et il rapporte des contrôles de 80-90% à 1 an et à 2 ans. Donc, c'est des choses qui évoluent euh, avec donc des résultats Et qui donc suivent. Et donc, C'est dans ça cette l'intérêt perspective, de la stéréo, en fait. C'est la et donc, possibilité dans de cette perspective-là, dans ces avancées-là, est-ce que vous pensez qu'on va quand même rester sur l'indication de l'irradiation prophylactique cérébrale ou on optera plutôt pour une irradiation curative au fur et à mesure qu'on se retrouvera avec des lésions cérébrales pour les irradier en stéréotaxie? toujours le Est-ce que CPC. ça va basculer vers cette approche-là ou vers l'autre? Comment vous percevez les choses? Est-ce qu'on va Je maintenir quand même dirais, cette ouais, irradiation prophylactique cérébrale ou on changera de paradigme, on attendra que les lésions apparaissent pour les irradier en stéréotaxie? Parce que c'est même quand même après pas une évident irradiation. de faire accepter, enfin de faire adhérer les malades à une irradiation prophylactique cérébrale une fois qu'ils sortent d'une chimio-radiothérapie souvent concomitante, avec toutes les toxicités. Ils croient que ils sont tirés d'affaire et on les adresse quand même pour une irradiation prophylactique cérébrale, sachant que bon, ils n'ont rien c'est pour le moment. Donc, c'est est-ce quand qu'on va même, c'est changer quand même, d'approche? c'est le traitement qui a amélioré la Oui, survie oui, oui, globale, quand oui. même. Non, on est tout à fait d'accord. Mais Donc, maintenant, le avec standard, le le développement standard actuel, actuel est est-ce ça. qu'on va vers des changements d'indications et de recommandations avec le développement de la radiothérapie stéréotaxique, comme tu viens de nous le rapporter, docteur Kochpat? Je ne sais pas, je dirais give me time. OK. OK. Mettre la radiothérapie prophylactique, peut-être non, mais il y a une possibilité d'irradiation par célotaxie après, si apparition de métastases, après radiothérapie Exactement. prophylactique. Le CPC, ce n'est pas une contre-indication absolue dans les guidelines pour la radiothérapie stéréotaxique, mais il y a pas de base il y a pas de données sur la littérature sur des patients irradiés en stéréotaxie pour des CPC. C'est ça le problème. Mais après une irradiation de l'encéphalite auto, c'est apparition de métastases cérébrales et justiciable d'une radiothérapie stéréotaxique, on peut l'irradier, je pense. Mais ça a été discuté dans la littérature. Donc, ça va bouger, on pense. Alors, il y a docteur Sarah Zeri qui a levé la main et docteur Fatma Chermiti. Donc, on va laisser les deux dernières questions avant de clôturer. Docteur Zeri. Bonsoir tout le monde. En fait, je voulais savoir si la radiothérapie à visée curative pourrait bien se substituer à un traitement chirurgical pour une métastase cérébrale, surtout chez un patient chez qui le primitif serait éventuellement opérable.
Malheureusement, on a fait parfois le constat que si le patient est opéré en premier de sa métastase cérébrale, il pourrait y avoir par la suite des troubles neurologiques secondaires avec un déficit musculaire très important qui pourrait impacter les suites opératoires du primitif pulmonaire. Donc, partant de cette idée-là, est-ce que vous pensez qu'une radiothérapie rentrant dans ce cadre pourrait bien se substituer à un traitement curatif pour une méta cérébrale par rapport à la chirurgie de la méta? Merci. Si la chirurgie... Tu veux répondre, sinon? Oui. La radiothérapie stéréotaxique, c'est une alternative à la chirurgie, justement, à la chirurgie cérébrale, si la chirurgie elle est difficile. Et il n'y a pas vraiment d'études comparant radiothérapie stéréotaxique versus chirurgie, que ce soit pour le poumon ou pour le... Bon, il y a quelques études, mais pas de large série, comparant radiothérapie versus chirurgie. C'est le problème d'inclusion de patients, je pense. Mais on a des taux de contrôle local aux alentours de 90% qui marquent pour la radiothérapie stéréotaxique. Donc, c'est une alternative à la chirurgie si la chirurgie n'est pas possible. Alors, si on prend l'exemple d'une lésion unique, faire de la chirurgie seule ou faire de la radiothérapie stéréotaxique seule, il n'y a pas de comparaison directe. Mais c'est sûr que faire de la chirurgie non mutilante et sans impact, disons, donc sans séquelles, c'est mieux de la faire suivre par une radiothérapie stéréotaxique. Les résultats, le contrôle local, c'est mieux. Et donc, la question de la chirurgie versus stéréo, ça dépend de est-ce que c'est une chirurgie agressive avec un risque important et que le chirurgien, aussi bien le chirurgien que le patient vont recuser. À ce moment-là, on proposera la radiothérapie stéréotaxique. Mais il faut savoir qu'après chirurgie, il faut toujours proposer une radiothérapie, un traitement adjuvant, qu'il aura les deux thérapeutiques. D'accord, merci. Docteur Chermiti. Ma question elle est d'ordre pratique. Il y a toujours des discordances sur l'arrêt des TKI de l'EGFR de première génération lors de l'irradiation cérébrale. Est-ce que vous préconisez sur le plan pratique ça? Parce qu'il y en a ceux qui sont pour la continuité du traitement à base de thérapie ciblée avec la radio, d'autres non. Pour les patients, Dr Berjab? On a vu dans la littérature, clairement, à la procédure, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de recommandation pour arrêter les traitements, les thérapies ciblées en concomitant avec la radiothérapie stéréotaxique. D'accord, c'est surtout en fait le il est géré 48 heures avant ou 48 heures après la radiothérapie. C'est la seule que j'ai trouvée, c'est pour l'erlotinib. D'accord. Pour le zimertinib, il n'y a pas de recours, donc on peut le continuer. Oui. Très bien. Et pour l'immunothérapie? Il n'y a pas de problème. L'association est possible. L'association, elle est possible. Peut-être qu'il n'y a pas assez de données dans la littérature. C'est peut-être ça. Mais pour le moment, il n'y a pas de contre-indication à associer l'immuno, les thérapies ciblées avec la radiothérapie. Peut-être qu'on manque de données aussi. Hein. Oui, je pense que c'est possible, oui. Je pense qu'il n'y a pas de problème. L'association, elle peut se faire. Très bien. Alors, s'il pose le problème de tolérance, la tolérance est possible. Maintenant, l'effet synergique, toute une discussion d'association immunoradiothérapie, ça fera un débat le vendredi lors du congrès de la trio, si vous voulez venir. Ça, c'est le matin, là, la présentation. Oui, exact. Et le matin, on a un comité médical. Bon, on fera peut-être un post... ou bien on envisagera ce sujet à immuno. Oui. Un post-congrès. Il sera traité au Congrès national. Il sera traité au Congrès national de pneumo pour ceux qui n'assisteront pas. Donc, ils auront à débattre ce sujet lors de notre Congrès national. Et on peut envisager une séance lors de notre RCP, un mercredi comme ça, immunothérapie et radiothérapie éventuellement. Très bien. Parce que c'est l'avenir, l'immuno.
Oui, exactement. Alors, je pense qu'on arrive à la fin et vous m'avez, la transition est toute faite puisque on va annoncer que le sujet de la prochaine, du prochain mercredi de la RCP va être autour de cas cliniques en immunothérapie. Donc, ce sera, si vous avez aussi des cas en radiothérapie plus immunothérapie. Donc, je vous invite à préparer vos cas et ce sera donc le sujet de nos mercredis de la RCP du mois d'octobre. On arrive à la fin. C'était assez passionnant comme présentation et surtout discussion. Je remercie tous les présents qui sont restés jusqu'à la fin. Je vais vous dire bonne soirée et à très bientôt.